Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le ministre, cher ami, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Messieurs les Présidents déjà, nous avons pas mal de présidents de l'université, sans oublier nos honorables invités qui sont les ambassadeurs de pays amis qui soutiennent cette initiative, et je vous remercie également. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs économiques présents avec force aujourd'hui dans le secteur de l'industrie, mais également le corps professoral qui s'implique et dont la présence est vraiment capitale dans ce genre d'événement, sans oublier nos étudiants qui viennent en masse aujourd'hui pour pouvoir faire un pas, j'espère, dans l'avenir, avant de revenir au présent pour mieux se préparer aux prochains défis. Vous abordez une thématique d'une importance capitale. Vous abordez une thématique qui est souvent galvaudée. C'est une thématique dont tout le monde parle. Mais malheureusement, les gens n'en parlent pas avec beaucoup de précision. Vous abordez une thématique qui fait intervenir des acteurs qui évoluent dans des environnements très différents, avec des référentiels très différents. Des référentiels de performance, de productivité, avec une lutte acharnée pour exister dans le marché qui est très compétitif et qui est parfois international. Et d'un autre côté, des acteurs qui se doivent chaque jour de se challenger pour pouvoir produire une intelligence grise, une matière grise au service de ce développement. Mais vous abordez la question avec sagesse parce que vous recherchez un trait d'union entre ces mondes-là que, disons-le, nous n'avons pas réussi à travers des décennies à le mettre en place de façon, je dirais, réussie. Le speech de M. le ministre a été très précis à cet égard, et l'appel que vous faites aux entreprises, aux acteurs économiques, je pense, doit être entendu. Et il faut arriver à un certain moment, à un moment où chacun doit se considérer concerné par le sujet. Car quand les gens ne se considèrent pas concernés par la question de la main-d'œuvre en général, de la compétence en particulier, forcément, nous nous retrouverons en train de subir les lois de l'offre et de la demande sur le marché du travail une fois que c'est trop tard. Et effectivement, nous répéterons les mêmes erreurs de façon continue. Je voudrais vous dire, j'ai un témoignage et je voudrais faire valoir peut-être 2 ou 3 idées on va dire un peu académique aussi. Un témoignage qui relève du ressort je dirais, de ce que fait le ministère ou le gouvernement dans des sujets proches de ce que vous abordez aujourd'hui. La grande question, c'est comment associer le secteur privé, la machine productive en général, à la fabrication, à la conception et à la dynamisation des compétences. Naturellement, dans un objectif simple qui est celui de réussir un maximum d'emplois, d'intégration, de recrutement, et que ces jobs soient aussi des jobs de qualité qui ne soient pas précaires. L'expérience que nous avons mise en place, suivie et accélérée au niveau de la formation professionnelle peut nous en dire quelque chose, à travers notamment 2 exemples saillants. L'exemple de ce qu'on appelle les IGD, les Instituts à gestion déléguée, qui sont, nous en avons une bonne dizaine, et une bonne quinzaine aussi est en route, que nous faisons avec les départements concernés, notamment l'industrie, mais surtout les fédérations et les entreprises. Ce sont des instituts que nous avons montés, qui ont des capacités respectables en matière d'accueil. Ce sont des instituts de formation professionnelle et qui permettent de former des compétences avec une intervention directe des recruteurs, de ceux qui font le marché du travail. Et quand le recruteur est concerné, quand le site est à proximité aussi, proximité géographique qui peut être importante, je cite l'IFMIA, donc Renault sont des partenaires de qualité ou de choix de qualité, et je cite également
l'IMA, donc l'Institut des métiers de l'aéronautique. Ce sont des sujets sur lesquels le Maroc s'est positionné très tôt. Vous savez, nous en sommes à notre quatrième plan industriel, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Et je pense que le mot de M. le ministre Seriad soulignera sûrement quels sont les indicateurs qui ont progressé en matière de turnover, en matière de taux d'intégration, en matière de capacité de production également, en matière de diversification avec la centaine des free trade, avec les free trade agreements dont nous disposons et la centaine de pays auxquels nous avons accès. En tout cas, un certain nombre d'indicateurs qui sont importants et qui font que nous avons l'industrie que nous avons aujourd'hui, qui doit toujours s'améliorer, c'est clair, mais nous avons quand même quelque chose qui tient la route. Donc tout ça pour vous dire que ces expériences d'instituts à gestion déléguée ont permis de donner la gestion des instituts aux professionnels. Donc nous sommes allés jusqu'à ce point en matière de gouvernance. Naturellement, l'État est actionnaire et donc garde un rôle important en matière de subvention, notamment pendant la phase initiatique, la phase de démarrage, et moyennant naturellement des conseils d'administration qui permettent et qui doivent permettre à ces instituts de remplir un rôle précis. Ça réussit dans quelques secteurs, ça réussit moins dans d'autres secteurs, mais globalement, à chaque fois que nous faisons confiance, je dirais, aux partenaires qui sont regroupés au groupement professionnel en bonne et due forme et qui ont la mission de développer les écosystèmes avec toute la complexité que cela, je dirais, impose, ce sont des réussites parce qu'en fin de compte, ce sont des gens qui préparent ces ressources pour leurs propres besoins. Et ça leur permet d'avoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est à la hauteur, je dirais, de ce qui peut être offert par le marché. Ça leur permet également de diminuer leurs coûts en matière de courbe d'apprentissage et d'intégration de ces ressources humaines, surtout quand les besoins en recrutement sont importants. Dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas de manque d'emploi, il y a un problème d'adéquation par rapport aux compétences. Et donc pour pouvoir gérer ces questions sur un plan microscopique ou à une échelle un peu réduite, c'est des fois faisable, mais dès que vous montez dans l'échelle, dès que vous avez besoin de milliers de personnes ou de centaines de personnes, ça ne se gère pas de la même façon. Donc je pense que c'est un modèle qu'il faut examiner. Je ne dis pas que c'est celui qui fonctionne à 100%, mais qu'il faut examiner et sur lequel il y a un regard à apporter, des améliorations à faire. Et si nous en avons une bonne dizaine, ce n'est pas par hasard, et dans des secteurs très différents et dans un certain nombre de villes. Donc le deuxième exemple est celui des cités des métiers et de compétences, qui est un projet royal, comme vous le savez bien, qui fait partie de la feuille de route royale en matière de formation professionnelle. Je cite la formation professionnelle parce qu'un ingénieur en BPO, contrairement à l'ITO, il est responsable, ils sont dans une école d'ingénieurs, il est responsable des métiers qui tournent autour de lui. Vous savez, pour créer de l'emploi dans ce pays, c'est les fonctions supérieures qui tirent les autres fonctions. Et donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit aussi, sur le plan du ratio aussi, pouvoir créer autour de lui un certain nombre de métiers pour que toute la chaîne puisse fonctionner. Donc l'ingénieur, ce n'est pas l'emploi d'ingénieur, c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. C'est important, mais il y a plus important, ce sont les emplois qui créent autour de lui. Et ça se passe dans le BPO, dans l'industrie, dans un certain nombre de secteurs où les choses se passent ainsi. Donc cette intégration entre l'enseignement supérieur et ces métiers d'ingénieur en particulier et la formation technique de la formation professionnelle est fondamentale et c'est ce qui continue ce continuum, c'est ce qui constitue ce continuum dans la chaîne, je dirais, de l'emploi. Et donc, les cités des métiers et des compétences, comme vous le savez bien, ce sont des complexes où il y a plusieurs villages d'apprentissage, généralement un village industriel, un village des métiers de la santé, de la parasanté, un village qui peut être dans le domaine de la transformation agricole, un village dans le tourisme, etc. Et parmi les points essentiels dans la gouvernance, c'est de pouvoir monter des conseils d'administration présidés par des personnes du secteur privé pour pouvoir tirer les objectifs de ces instituts-là. Et donc ce n'est pas forcément et seulement une question de management, mais c'est aussi une question de gouvernance et il faut faire la différence entre les deux.
Bon, je m'arrête là, parce que là, jusque-là, je m'adressais beaucoup plus aux 2-3 premières rangées de cette salle. Et là, je vais essayer de m'adresser aux autres rangées également, et notamment à nos chers étudiants, pour un mot rapide sur la thématique. Vous avez abordé une thématique de fond. Alors, l'innovation, qui fait partie des missions de Monsieur le Ministre, un cours que j'enseignais au passage avant, et avec lequel j'avais énormément d'interactions, j'apprenais beaucoup des cours que j'enseignais moi-même, parce que les personnes qui étaient autour, entre guillemets, les participants, les étudiants, avaient énormément de choses à dire sur ce sujet. Donc, dans l'un des modèles de l'innovation, nous en distinguons quatre types d'innovation. Et ces types d'innovation changent selon, je dirais, 2 critères. Ce sont les compétences techniques que vous avez au sein de l'entreprise ou de la structure. Donc, est-ce que vous allez innover avec les mêmes compétences techniques ou est-ce qu'il y a changement des compétences techniques? Donc, voilà, ce sont les 2 paramètres sur l'axe des axes. Et sur l'axe des données, vous avez le business model. Est-ce que vous faites de l'innovation à business model constant ou vous faites de l'innovation en changeant aussi le business model? Donc vous allez vous retrouver devant 4 cases, même compétences techniques, même business model, petite innovation de routine, ce qu'on appelle l'innovation de routine. Compétences techniques largement améliorées, mais même business model ou presque. Donc c'est une innovation, on va dire, un peu plus évoluée, qui est proche de l'innovation de la routine. Les mêmes compétences techniques, mais business model complètement changé. Donc c'est une innovation de rupture. Et quand les deux changent, à savoir les compétences techniques et le business model, c'est ce qu'on appelle l'innovation architecturale. Et donc le message sur ce sujet-là, parce que dans notre esprit qui peut être rêveur de temps en temps, on va tout de suite vers l'innovation architecturale, où on cite des exemples de grandes structures à l'international qui arrivent à faire ce genre d'innovation parce qu'il y a un double investissement dans la nature des compétences et dans le business model. Et qui dit business model dit beaucoup de choses. Le business model est défini pour nos étudiants comme étant l'ensemble des activités qui permettent à la structure de délivrer son positionnement, de concevoir son positionnement tout en respectant, je dirais, les critères de la stratégie, à savoir protéger l'avantage concurrentiel et puis protéger aussi ce positionnement sur le temps. Et donc, la question à se poser quand on est effectivement au cœur de ces études, c'est que, en tant que carrière personnelle, comment je me déploie en tant qu'ingénieur pour pouvoir traverser ma carrière qui m'est propre, et dans quel sujet je vais me mettre en particulier. Donc le fait d'avoir cette possibilité d'observer l'environnement organisationnel de l'entreprise dans laquelle je travaille pour voir qu'est-ce qu'elle opère, cette entreprise. Est-ce qu'elle est juste en train d'upgrader ses compétences? Ou est-ce qu'elle est aussi en train de changer son business model? D'abord, est un avantage concurrentiel fondamental pour l'individu que je suis quand je suis étudiant ou en train de, je dirais, de passer à la phase je dirais, du marché du travail. Et c'est un avantage concurrentiel que vous pouvez cultiver de façon individuelle, et cette initiative en particulier vient à point nommé pour vous donner un espace dans lequel vous pouvez challenger votre positionnement personnel par rapport à cette question-là. Deuxième question, avant de finir, c'est celle de, d'accord, on veut faire de l'innovation aussi au service du développement, mais ce n'est pas une affaire simple. Parce que si vous voulez innover, vous avez innové avec des gens intelligents, et généralement plus intelligents que vous. Il faut l'admettre déjà. Plus intelligents que vous, c'est une approximation, c'est un peu... Mais vous voyez ce que je veux dire. Sinon, vous innovez tout seul dans votre coin. Et ces gens avec qui vous allez innover ont forcément des idées, mais ils ont aussi des caractères, des personnalités. Et donc, innovation veut dire friction à l'échelle des individus et des organisations. Et donc, il faut un certain leadership pour réussir l'innovation. C'est l'aboutissement de ce que je voulais dire de façon un peu résumée.
Et donc il faut avoir des qualités humaines, M. le ministre en a parlé, de l'intelligence émotionnelle, pour pouvoir absorber les contraintes de l'innovation. L'innovation ne se fait pas dans une structure pyramidale, ça ne fonctionne pas comme ça. La production, la productivité, oui, elle peut se faire dans ce genre de structure. Mais l'innovation, et surtout, c'est lié en business model. Parce que les idées n'ont pas de hiérarchie. Mais on remarque malheureusement que dans beaucoup de cas, ce n'est pas respecté. Quoi qu'on nous dise l'inverse. Beaucoup de cas de structures, qu'elles soient dans le privé ou dans le public, c'est la réalité. Donc l'innovation a besoin d'une mentalité. Nous avons la chance d'avoir la génération alpha avec nous, qui est plus proche de ce mode de raisonnement. L'idée, je ne suis pas en train de vendre un discours creux pour dire oui, faites confiance aux jeunes aveuglément. Non, faites confiance aux jeunes en les responsabilisant. Les résultats peuvent être surprenants, mais il faut avoir l'humilité et un style de leadership qui va avec. Je ne prendrai pas plus de temps, je voulais surtout m'adresser à nos chers étudiants aussi par la même occasion et remercier l'ENSAM pour l'invitation et puis aussi féliciter Cécile, féliciter Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Université, féliciter Monsieur le Ministre pour toute cette dynamique et surtout des résultats concrets que vous allez cultiver dans un petit moment, à savoir cette convergence entre les acteurs économiques qui ont pris leur temps aujourd'hui pour être parmi nous. Ça veut dire qu'ils accordent beaucoup d'importance à la compétence, aux ressources humaines. Donc finalement, c'est à vous qu'ils accordent énormément d'importance. Merci, mesdames et messieurs.